Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Donc j'accompagne en particulier les personnes qui souffrent de troubles digestifs chroniques, douleurs chroniques ou déséquilibres hormonaux. Et aujourd'hui, on est lundi et comme tous les lundis, c'est la question Nutri. Aujourd'hui, la question c'est: est-ce qu'on peut consommer seulement de l'huile d'olive? Est-ce que c'est suffisant? Vous vous en doutez, la réponse, c'est non. Bah oui, hein, sinon on ne serait pas là si c'était pour enfoncer des portes ouvertes. Eh bien non, l'huile d'olive est une super huile, mais elle n'est pas suffisamment complète pour apporter tous les acides gras dont vous avez besoin. Alors, un petit peu de basique pour comprendre tout ça. Une huile, c'est un mélange d'acides gras. C'est un mélange de petits composés dits acides gras. Dans ces acides gras, on va identifier des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés type oméga 9, des acides gras polyinsaturés type oméga 6, oméga 3. Et encore, c'est simplifié parce que dans les oméga 6, il y en a de plusieurs formes. L'acide arachidonique, qui va être plutôt pro-inflammatoire. Et dans les oméga 3, c'est pareil, il y a les oméga 3 dits végétaux qui vont se transformer en EPA et en DHA qu'on trouvera plutôt dans les poissons ou que notre corps est censé arriver à fabriquer. Donc voilà, tout ça c'est quand même assez complexe et il faut savoir que le corps a besoin de différents types d'acides gras. Ces acides gras, une fois qu'ils sont absorbés, qu'ils sont digérés, ils vont être découpés en petites unités pour pouvoir traverser la paroi intestinale et être utilisés pour ce pourquoi on en a besoin. Donc ça peut être utilisé au niveau des muscles, au niveau du cerveau, au niveau de nos cellules de manière générale comme source d'énergie. C'est même une source d'énergie beaucoup plus efficace que le sucre. Ça peut être utilisé pour justement fabriquer les membranes de nos cellules. Ça peut être utilisé pour produire des hormones, pour aller produire de la bile, pour aller produire des prostaglandines, donc des composés, on va dire, pro ou anti-inflammatoires selon leur nature. Voilà, il y a tout un tas de débouchés pour ces acides gras. Eh bien, le corps a besoin d'un ensemble d'acides gras. Il fait pas, pour lui, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il a besoin d'un ensemble de choses et dans des proportions plutôt définies. Donc, par exemple, on a tendance à diaboliser les matières grasses saturées. Alors, pour les identifier, ces matières grasses saturées, elles sont solides à froid. Donc, c'est par exemple le beurre, l'huile de coco, l'huile de palme, le beurre de cacao sont des matières grasses saturées. On peut les diaboliser, mais le corps en a besoin en une certaine quantité. Tout comme les oméga 3, qui sont des acides gras polyinsaturés, le corps en a besoin dans certaines quantités. Donc c'est pareil, même les oméga 3 qui sont super intéressants, si on en consomme trop, finalement ce ne sera pas très bien. Pourquoi? Déjà, si on regarde la membrane de nos cellules, qui est constituée d'une double couche lipidique, eh bien, on va avoir dedans différents types d'acides gras, qui seront le reflet de ce qu'on consomme au quotidien, de ce qu'on absorbe au quotidien. Eh bien, dans ces acides gras, en fonction de leur ratio, on va avoir des membranes cellulaires qui vont être plus ou moins fluides ou plus ou moins solides et rigides. Pour une bonne communication entre les cellules, pour un corps qui fonctionne bien, il faut éviter trop de rigidité, donc éviter trop d'acides gras saturés, parce que qui dit solide à froid, c'est un peu pareil dans nos cellules, donc ça va rigidifier les membranes. Et à contrario, si vous avez trop d'acides gras insaturés, on va avoir des membranes qui seront trop souples et qui du coup ne vont pas non plus être optimales, ne vont pas avoir un fonctionnement optimal. Pareil au niveau oméga 3, oméga 6, etc. Eh bien, comme je vous ai expliqué, elles servaient à produire des prostaglandines pro ou anti-inflammatoires. Et donc, selon le ratio entre oméga 3 et oméga 6, on va avoir plutôt soit un excès de prostaglandines inflammatoires,
soit au contraire plutôt être dans un terrain anti-inflammatoire. Donc ça, c'est important, et notamment on a défini que le ratio oméga 6, oméga 3 devait être dans l'idéal, alors c'est selon les sources, l'EFSA, je crois qu'elle met 1 sur 5, donc un oméga 3 pour 5 oméga 6. Moi j'avais appris 1 sur 3, donc un oméga 3 sur 3 oméga 6. Peu importe, je dirais, on peut chipoter. Il faut savoir qu'actuellement en France, on est à peu près de 1 pour 18. Un oméga 3 pour 18 oméga 6. Sachant que les oméga 6 sont plutôt tendance pro-inflammatoire, en tout cas à permettre de produire des prostaglandines pro-inflammatoires, vous vous doutez qu'il y a comme un souci et que déjà on a une source d'inflammation rien que à ce niveau-là. Trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Si j'en reviens à notre huile d'olive, tout comme toutes les autres huiles, une huile c'est donc un mélange d'acides gras. Donc dans votre huile d'olive, vous avez des acides gras saturés, un petit peu, enfin vous avez des oméga 6, vous avez, alors que je vérifie ma source, un tout petit chouïa d'oméga 3, à peu près 0,7%, voilà, et vous avez beaucoup d'oméga 9. Donc en fait c'est surtout ça, l'huile d'olive est plutôt riche en oméga 9. Ils sont intéressants parmi le reste, mais vous comprenez bien que si vous ne consommez, il y a aussi plutôt pas mal d'oméga 6 dedans. Donc finalement, le ratio oméga 3, oméga 6 n'est pas terrible. Donc bien, on se doute bien que si on ne consomme que de l'huile d'olive sur la journée, ça ne va pas être suffisant. Si à côté de votre huile d'olive, vous consommez du poisson gras tous les jours, c'est ok, vous allez avoir des oméga 3 par le reste de votre alimentation. Mais de nos jours, c'est quand même un peu compliqué de manger du poisson tous les jours, sans compter que c'est quand même un petit peu pollué. Donc voilà, il n'y a pas grand monde qui va consommer son filet de sardine ou son filet de maquereau tous les jours. Donc utiliser dans ces cas-là que de l'huile d'olive, ça ne va pas convenir. C'est pour ça que l'idéal, c'est de combiner les huiles. D'une part, pour cet aspect purement nutritionnel, pour essayer d'avoir des huiles qui vont être riches en oméga 9 comme l'huile d'olive, d'autres qui vont être riches en oméga 3, d'autres éventuellement qui vont être saturées, pourquoi pas. Donc combiner ces matières grasses pour l'aspect nutritionnel, mais aussi pour leur aspect utilisation. Et en effet, ces huiles, selon la différence d'acides gras qui les constituent, on ne va pas les destiner à la même utilisation. Par exemple, l'huile d'olive pourra être utilisée aussi bien en cru qu'en cuisson. Et oui, l'huile d'olive se cuit, même l'huile d'olive vierge. Je crois que alors il faut que je vérifie, mais en tout cas son point de fumée, donc le moment où elle se dégrade, est au-dessus de 160 degrés. Vous pouvez y aller quand même, vous pouvez bien chauffer votre casserole, donc ne faites pas une friture à l'huile d'olive, mais en revanche, pour aller cuire vos légumes, il n'y a aucun souci. Donc l'idéal, c'est justement d'associer ces matières grasses. Et puis il faut aussi penser ça d'un point de vue général de votre alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les huiles ou le beurre qui va vous apporter du gras, vous allez aussi avoir du gras dans les fruits à coque, dans les viandes, toutes les viandes rouges, donc le bœuf, le porc, l'agneau, le canard ce sont des viandes rouges qui contiennent aussi des graisses saturées, des oméga 6, beaucoup, les produits laitiers, fromages notamment, contiennent beaucoup d'oméga 6, aussi des acides gras saturés. Donc c'est un ensemble en fait qu'il faut considérer. Donc si vous êtes vegan, donc vous ne consommez pas de viande, vous ne consommez pas de fromage, dans ce cas ce sera intéressant de rajouter par exemple de l'huile de coco, qui est une matière grasse saturée, parce que justement vous n'avez pas d'autres apports à côté, quasi pas. En revanche, si vous êtes déjà un gros mangeur de fromage, cuisiner à l'huile de coco constamment, ce ne sera pas formidable. Voilà, donc ça va dépendre, il faut avoir une vision un petit peu plus large que juste regarder ces huiles. Pour revenir à l'huile d'olive, donc vous pouvez vous en servir pour la cuisson, mais il serait utile de l'associer à une huile riche en oméga 3. Donc la plus riche de toutes en végétal, c'est l'huile de périlla. C'est une huile qui coûte quand même relativement cher, qui a un goût aussi un petit peu notable, donc bien souvent on la consomme plutôt plus en gélule que dans les aliments.
Sinon, dans les aliments, une qui va être plus usitée, c'est l'huile de lin, qui va être une des championnes après l'huile de périlla pour la présence d'oméga 3. Derrière, on va retrouver l'huile de cameline, puis l'huile de chanvre ou l'huile de colza, mais qui vont être quand même relativement loin derrière. Donc, on va dire que l'huile de lin, c'est entre à peu près 60% d'oméga 3. Que je regarde mes notes, l'huile de colza, on sera autour de 20% plutôt, 20-25%, donc on sera quand même bien inférieur. Donc il faudra consommer plus d'huile de colza si vous voulez avoir la même quantité d'oméga 3. Et ces huiles riches en oméga 3, ce sont des huiles qui vont s'abîmer beaucoup plus vite. Donc en général, évitez de les chauffer, même si oui, l'huile de colza pourrait tenir jusqu'à peu près 150 degrés, 140 selon les sources. Pourquoi pas? Moi, je recommande vraiment de l'utiliser après cuisson ou pour les crudités, encore plus pour l'huile de lin. Et si vous voulez les garder plus longtemps, stockez-les au réfrigérateur. Voilà, une fois la bouteille ouverte, vous la mettez au réfrigérateur, comme ça son oxydation va être ralentie. Que penser des mélanges de 4 huiles avec oméga 3, oméga 6, etc. Je dirais génial si vous n'utilisez que des huiles à froid. C'est-à-dire que si vous cuisez tout à la vapeur et que la seule huile que vous utilisez, c'est ce mélange de 4 huiles que vous mettez après cuisson, ok, ça va être équilibré. Et si vous ne mangez pas trop de viande ou de produits laitiers à côté. Si vous avez une alimentation un peu comme la plupart des Français, avec souvent de la viande rouge, avec souvent des produits laitiers, et que vous cuisez, donc que vous utilisez l'huile d'olive en cuisson, utilisez à côté ce mélange de 4 huiles. Oui, ça va être intéressant, mais la proportion d'oméga 3 dedans ne sera pas suffisante pour couvrir vraiment vos apports. Donc, et le problème aussi de ces mélanges de 4 huiles, c'est que vous mélangez 4 huiles qui ne s'utilisent pas forcément de la même manière. Alors, vous pouvez toutes les utiliser à froid, mais par contre, vous ne pourrez pas les cuire. Donc, c'est vraiment une huile que vous allez réserver à l'assaisonnement de salade ou à la pré-cuisson. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, mais bon, je vais me faire encore des ennemis, mais je recommande vraiment d'avoir une huile ou deux pour la cuisson et une huile pour assaisonner, pour mettre à côté. Il y en a beaucoup de personnes me parlent de l'huile de noix. Alors, l'huile de noix sera encore plus faible en oméga 3 que l'huile de colza. Donc, par contre, elle sera plus riche en oméga 6. Donc, on va dire que l'huile de noix, c'est un peu une huile intermédiaire, mais qui en revanche va être intéressante pour le goût. Voilà, si vous avez envie d'aromatiser vos salades, c'est vrai que c'est peut-être plus sympa une huile de noix qu'une huile de colza, mais rien ne vous empêche de faire peut-être un mélange entre justement huile de colza et huile de noix pour essayer d'augmenter un peu les quantités d'oméga 3. Voilà. En revanche, les huiles type pépins de raisin, tournesol, là on est vraiment beaucoup sur les oméga 6. Donc, vous l'aurez compris, oméga 6, vu qu'on en a aussi avec les viandes, aussi avec les laitages, notamment les fromages, les oméga 6, on en consomme déjà trop. Donc, inutile d'utiliser ces huiles-là en plus. Mais encore une fois, si vous êtes végétarien, voire vegan, ben oui, ça peut avoir un intérêt parce que justement, des oméga 6, vous en aurez peut-être un peu moins, même si on va en trouver beaucoup dans les fruits à coque, finalement. Donc pour moi, ces huiles, honnêtement, je les réserve aux cuissons forte température, parce que vu qu'il y a peu d'oméga 3 dedans, beaucoup plus d'oméga 6 ou d'oméga 9, elles vont davantage tenir la cuisson. Donc là, si vous voulez faire des fritures, faites-le à l'huile de pépins de raisin ou à l'huile de tournesol, ça sera correct. Voilà. Mais plutôt, moi voilà, je recommande vraiment 2-3 huiles, donc une huile d'olive si vous aimez ça pour cuisiner, du beurre ou de l'huile de noix de coco, enfin ouais, du beurre de coco pour faire la pâtisserie, et puis de l'huile de lin ou de l'huile de cameline ou de colza, ce sera la moins chère, pour assaisonner ou pour consommer à côté. Mais c'est vraiment indispensable d'avoir plusieurs huiles parce que non, l'huile d'olive n'est pas complète. Et même si c'est une super huile, parce que dedans, vous trouvez, outre ces acides gras, vous allez trouver aussi des tocophérols, donc des antioxydants,
dans le cas de l'huile d'olive, ça va être assez intéressant pour la santé cardiovasculaire. Donc oui, c'est une super huile, mais pas toute seule. De toute façon, il n'y a pas de produit miracle. Il faut arrêter de croire ceux qui vous vendent ça, le super ingrédient qui fait tout, qui est parfait. Non, le corps a besoin de tout en quantité variable. Et c'est surtout voilà, ces quantités, ces ratios qui vont être importants. Donc je compte sur vous pour aller acheter demain une huile riche en oméga 3 pour accompagner et compléter votre huile d'olive. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.